Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'une seule personne. Il s'agit de quelque chose de plus discret, de plus dangereux. Il s'agit d'un système qui n'attend plus qu'on lui dise non. Un système qui a cessé de demander la permission. Pas bruyamment, pas soudainement, mais de façon constante. Pendant des années, on vous a dit qu'il existait des garde-fous, des contrôles, des procédures, des règles censées ralentir les choses. Mais que se passe-t-il? Lorsque le pouvoir décide que ces règles sont facultatives, lorsque la force n'a plus besoin d'explication, lorsque les décisions arrivent déjà achevées, vous le ressentez d'abord comme de la confusion, puis comme de l'épuisement, puis comme une normalisation. Parce que rien ici ne ressemble à un effondrement, cela ressemble à la routine. Et c'est là le problème. Si vous regardez ceci en pensant, cela me semble familier, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que le système fonctionne exactement comme il a été conçu. Restez avec moi. Parce que une fois que vous voyez comment cela fonctionne, vous ne pourrez plus détourner le regard. Et ce qui vient ensuite ne s'annonce pas non plus. Ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui, ce n'est pas une personne, ni une parte, ni même une institution. C'est l'élan, une forme de pouvoir qui avance plus vite que le contrôle. Plus vite que les tribunaux, plus vite que la compréhension publique. C'est ainsi que les systèmes changent sans vote. L'autorité ne disparaît pas. Elle migre de la délibération vers l'exécution, de l'explication vers l'affirmation, de « pouvons-nous » à « nous l'avons déjà fait ». On vous dit que cela relève de la force, de la décision, de la vitesse dans un monde dangereux. Mais la vitesse n'est pas neutre. Elle favorise ceux qui agissent d'abord et justifient ensuite. Et plus le système va vite, plus il devient difficile de l'interrompre. C'est le renversement que la plupart des gens ne voient pas. Ce n'est pas le chaos qui éclate, c'est l'ordre qui se concentre. Un pouvoir qui devait convaincre n'a plus qu'à avancer. Et une fois ce basculement opéré, tout ce qui se trouve en aval change avec lui, parce que la question n'est plus qui est aux commandes. Mais si quelqu'un peut encore ralentir le mouvement, et cette question devient de plus en plus difficile à résoudre. Il fut un temps où ce type de pouvoir avançait lentement, quand les décisions laissaient des empreintes, quand quelqu'un devait signer de son nom. Avant, l'escalade s'accompagnait de débats. Aujourd'hui, elle arrive préemballée. Avant, l'autorité s'expliquait. Aujourd'hui, elle se déclare inévitable. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est produit par répétition, chaque fois qu'une exception était présentée comme nécessaire. Chaque fois que l'urgence remplaçait la délibération. Chaque fois que le contrôle était décrit comme un obstacle, plutôt que comme une protection. Rien de spectaculaire, rien de cinématographique. Juste un glissement discret des attentes. On vous a appris à guetter les sirènes, les annonces, les moments historiques, mais ceci ne paraissait pas historique. Cela paraissait procédural, et c'est pour cela que cela a fonctionné. Car le changement lent ne déclenche pas l'alarme. Il déclenche l'adaptation. Vous vous adaptez à la nouvelle norme, vous cessez de demander ce qui était exigé auparavant. Vous commencez à demander ce qui est autorisé désormais, et une fois qu'un système vous apprend que la retenue est facultative, il n'a plus besoin de le répéter. Il continue simplement d'avancer. Ce qui nous amène au premier moment où ce glissement a cessé d'être abstrait et est devenu impossible à ignorer. Le système s'est alors testé en public, pas par une annonce, pas par une déclaration, par un vote étroit, procédural, télévisé. Sur le papier, cela ressemblait à de la retenue. Un rappel que la permission comptait encore, que la force exigeait toujours le consentement. Mais regardez ce qui a suivi. La réponse n'a pas été la conformité, ni la négociation, mais le rejet. Le message était simple. L'approbation est facultative. Les limites sont théoriques. L'autorité ne s'arrête pas. Dans le même temps, un second signal est apparu.
plus discret, plus inquiétant. Le pouvoir n'a pas seulement ignoré la retenue, il a exploré des alternatives, l'argent à la place du droit, la pression à la place du processus, la coercition déguisée en choix. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que c'était possible. Cella l'indice. Quand un système contourne une limite et en teste immédiatement une autre, et n'improvisez pas. Il apprend, et une fois qu'un système apprend qu'il peut fonctionner ainsi, il s'arrête rarement au premier test. Parce que ce moment n'a jamais été l'histoire. C'était la preuve de concept. Voici la partie que vous n'êtes pas censé voir. Ce système ne repose pas sur le chaos, il repose sur l'isolation. Les décisions sont séparées des conséquences. L'action est séparée de la responsabilité. La force est séparée de la reddition de comptes. Ceux d'en haut avancent vite, ceux d'en bas absorbent l'impact lentement. C'est ainsi que cela fonctionne. Quand quelque chose tourne mal, aucune étape n'est illégale en soi. Chaque action est justifiée comme étroite, temporaire, nécessaire. L'autorité se fragmente juste assez pour rester intacte. Le contrôle arrive tard. Les tribunaux avancent prudemment. Les enquêtes prennent du temps. Pendant ce temps, les dégâts sont immédiats. Et voici qui en bénéficie. Le pouvoir bénéficie du délai, de la complexité, de l'épuisement. Car plus, il faut de temps. Pour comprendre ce qui s'est passé, plus cela paraît normal. Le coup ne disparaît pas. Il se déplace, il retombe sur les communautés, sur les institutions contraintes d'obéir, sur les individus qui n'ont jamais consenti. Au moment où la responsabilité remonte, enfin, le système est déjà passé à autre chose. C'est pourquoi le moment suivant ne devait jamais être subtil. Il devait être rapide, puis tout s'est accéléré. Aucune audition, aucune pause, aucune possibilité de rattraper. La force a précédé les faits, le récit est venu après. Un événement, puis un autre, puis encore un autre, chacun présenté comme isolé, chacun décrit comme inévitable, chacun défendu avant d'être examiné. On vous dit qu'il y aura des enquêtes, des procédures, des contrôles internes, mais regardez l'ordre. D'abord, l'action, puis la justification, puis le délai. Le système n'attend pas de savoir s'il a raison. Il part du principe qu'il l'est. Les questions deviennent des menaces. L'examen devient une obstruction et la responsabilité est requalifiée en ingérence. Le rythme est essentiel car la vitesse limite la mémoire. Elle comprime l'indignation. Elle submerge l'attention. Avant qu'un moment ne se stabilise, un autre le remplace. Et le système apprend quelque chose de crucial. S'il va assez vite, rien n'atterrit jamais vraiment. Pas de règlement de compte, pas de pause, juste un mouvement en avant. Ce qui nous amène à la partie la plus difficile à accepter, car la conséquence suivante n'était pas abstraite. Elle avait un nom. C'est ici que vous entrez dans l'histoire. Pas comme spectateur, mais comme variable. Car des systèmes comme celui-ci ne fonctionnent pas seulement autour de vous. Ils comptent sur votre adaptation. Vous le ressentez lorsque les règles deviennent imprévisibles, lorsque l'autorité ne s'explique plus, lorsque les conséquences arrivent sans avertissement, vous commencez à changer de comportement, à conduire différemment, à parler différemment, à hésiter avant d'agir. Non parce qu'on vous l'a ordonné, mais parce que vous avez appris. C'est ainsi que le pouvoir devient personnel, sans jamais l'annoncer. Quelqu'un part travailler et ne rentre pas chez lui. Une famille attend des réponses, qui n'arrivent jamais. Une ville est sommée de se tenir à l'écart. Et le langage compte. On vous dit que c'était une procédure, que la formation a été respectée, que l'affaire est en cours de traitement, traitée par le même système. Qui a agi le premier? Si cela vous semble lointain, cela ne le restera pas. Parce qu'une fois qu'un système prouve qu'il peut agir sans consentement, il ne s'arrête pas à un lieu, ni à un moment, ni à une personne. Si vous regardez encore, abonnez-vous. Restez-y, car la prochaine partie est celle où cela cesse d'être interne et commence à se propager. C'est ici que la frontière
se dissout. Parce que les systèmes comme celui-ci ne respectent pas les frontières. Ils exportent des comportements. Ce qui fonctionne à l'intérieur devient un modèle à l'extérieur. Ce qui réussit discrètement est réutilisé bruyamment. Les alliés remarquent, les adversaires s'ajustent, les institutions recalibrent leurs attentes. Les accords qui supposaient autrefois la retenue doivent désormais prévoir l'impulsion, le levier sans avertissement. Un pouvoir qui traite le consentement comme facultatif. Vous voyez apparaître des plans de contingent au lieu de la confiance. Des stratégies de couverture au lieu de la coopération. Ce n'est pas une question de région, ni de conflit particulier. C'est un signal qui est envoyé que les règles sont flexibles, que la souveraineté est négociable, que la force peut arriver enrobée d'incitations ou de menaces. Et une fois ce signal émis, il ne reste pas confiné. Chaque système qui observe doit décider, s'adapter, résister ou anticiper. C'est ainsi que l'instabilité se propage. Pas par des explosions, par les calculs. Ce qui signifie que l'avenir n'attend pas. Il réagit déjà. Et cette réaction va tout accélérer. À partir d'ici, le système a 3 trajectoires possibles. La première est l'ajustement. Les institutions absorbent le choc. Elles réécrivent les procédures. Elles normalisent la vitesse et l'action unilatérale. Tout continue de fonctionner, mais différemment, plus discrètement, plus centralisé. La deuxième trajectoire est l'érosion. Les garde-fous ne se brisent pas. Ils s'amincissent, le contrôle existe, mais arrive trop tard pour compter. Chaque incident est supportable isolément. Ensemble, ils vident la structure de l'intérieur. Rien ne s'effondre. Elle cesse simplement de protéger. Et puis, il y a la rupture. C'est le moment où un système avance trop vite et heurte quelque chose. Qui ne cède pas un tribunal, un allié, un public qui ne s'adapte pas à temps. La rupture ne s'annonce pas non plus. Elle ressemble à une erreur de calcul, à une surprise. À tout le monde affirmant qu'il ne s'y attendait pas. À l'heure actuelle, les 3 trajectoires sont ouvertes. Elles ne sont pas successives. Elles sont simultanées, ce qui signifie que la chose la plus dangereuse à faire est de croire que l'une d'elles a déjà gagné. Car le système n'a pas encore décidé. Et vous non plus. Voici la partie qui ne se résout pas. Les systèmes comme celui-ci ne se terminent pas par une décision unique. Ils se terminent par des habitudes. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qui se passera la semaine prochaine ou le mois prochain. C'est ce qui devient normal. Normal de agir d'abord, normal d'expliquer ensuite, normal de traiter les limites comme des suggestions. Car une fois cela installé, le système n'a plus besoin de permission. Il n'a même plus besoin de loyauté. Il lui suffit de l'élan, et l'élan ne demande pas si vous êtes prêt. Vous n'aurez pas d'avertissement final. Vous n'aurez pas de rupture nette. Vous aurez une série de moments qui semblent supportables jusqu'au jour où ils ne le sont plus. Ce n'est pas un appel à la panique. C'est un appel à l'attention. Car l'attention est la seule chose qui ralentit les systèmes comme celui-ci. Si vous voulez comprendre où tout cela mène, restez avec moi. Suivez ce fil. Observez ce qui se passe lorsque la retenue devient facultative. Le prochain chapitre ne porte pas sur ce qu'ils feront. Il porte sur ce qui peut encore les arrêter. Et sur la question de savoir si quelque chose le peut encore.